Imaginez un village endormi au cœur des Landes. Une école. 3 enfants. Une chapelle abandonnée, engloutie par les ronces et le silence. Et puis, plus rien. Aucun cri. Aucun témoin. Juste un vide. Ce jour-là, Élise, Théo et Julien sont sortis de l'école. Ils n'ont jamais franchi le seuil de leur maison. Quelques jours plus tard, un prêtre disparaît à son tour. Aucun lien apparent. Et pourtant, pendant près de 30 ans, le village a vécu avec une rumeur étouffée, un murmure persistant et un mur que personne n'osait toucher. Et si l'horreur n'avait jamais quitté les lieux? Et si la vérité avait été scellée, littéralement, derrière la pierre? Dans une telle situation, auriez-vous abandonné l'espoir? Ou auriez-vous creusé, coûte que coûte, pour comprendre? Dites-le nous en commentaire. Et si vous aimez les histoires d'ombre, de secrets enfouis et de révélations glaçantes, abonnez-vous à Vestiges d'un mystère et activez la cloche pour ne rien manquer. Pour comprendre ce qui s'est réellement passé, il faut remonter au mois de novembre 1984. En novembre 1984, le petit village de Saint-Michel-des-Landes, niché au cœur d'une région reculée de la France, vivait au rythme lent des saisons et de la vie rurale. Sa population, modeste et largement autosuffisante, entretenait un lien profond avec le paysage environnant, marqué par des forêts denses et des vestiges historiques. L'isolement géographique du village contribuait à forger une communauté soudée, mais parfois hermétique aux influences extérieures. C'est dans ce cadre pastoral, mais non sans ses recoins d'ombre, que se déroula un événement qui allait déchirer le tissu social de Saint-Michel-des-Landes pour des décennies. Au centre de cette tragédie se trouvaient les 3 jeunes enfants Moreau, Élise, l'aîné de 9 ans, Théo, le cadet de 7 ans, et Julien, le benjamin de 6 ans. Élise, déjà dotée d'une sensibilité remarquable, endossait instinctivement le rôle de protectrice, veillant avec une sollicitude particulière sur Julien, le plus jeune et le plus tranquille des 3. Théo, quant à lui, incarnait l'esprit d'aventure du trio. Sa curiosité insatiable le poussait inlassablement à explorer les recoins oubliés de la campagne, son intérêt se portant tout particulièrement sur les ruines anciennes qui parsemaient le paysage. Parmi ces vestiges, la vieille chapelle Saint-Rémy, à l'écart du village et en partie envahie par la végétation, représentait pour lui un terrain de jeu privilégié, un lieu de mystère et de découverte potentielle. Ses murs décrépits et son clocher effondré nourrissaient son imagination débordante, l'attirant comme un aimant. Le 17 novembre 1984, un samedi d'automne marqué par un ciel bas et une humidité pénétrante, les enfants Moreau quittèrent l'école communale en fin d'après-midi, comme à leur habitude. Leurs silhouettes, familières aux yeux des villageois, furent aperçues pour la dernière fois alors qu'elles s'éloignaient du chemin principal, prenant la direction du sentier étroit menant à la chapelle Saint-Rémy. Ce n'était pas un itinéraire inhabituel pour Théo, souvent accompagné de ses sœurs dans ses expéditions. Cependant, ce jour-là, l'absence des enfants à l'heure du dîner déclencha une première vague d'inquiétude, vite transformée en angoisse palpable à mesure que les heures s'écoulaient sans le moindre signe d'eux. La disparition des enfants Moreau fut rapidement liée à celle du père Gabriel Morel, le curé de la paroisse, âgé de 43 ans. Son absence simultanée du presbytère, constatée le même soir, souleva immédiatement des questions troublantes. Le père Morel était une figure respectée, mais son rôle dans la vie des enfants, et notamment sa propension à les maintenir, selon certaines sources, dans une forme d'isolement au sein de la communauté paroissiale, ajoutait une couche de complexité à l'affaire. La coïncidence de ces 2 disparitions, celle des enfants et de leur pasteur, fut perçue comme un élément central dès les premières heures de l'enquête. La nouvelle de la disparition se propagea comme une traînée de poudre. Une mobilisation sans précédent s'organisa. La population de Saint-Michel-des-Landes, renforcée par des bénévoles venus des hameaux voisins, se lança dans une recherche frénétique et désespérée. Chaque recoin de la forêt, chaque sentier obscur, chaque ruine abandonnée fut méticuleusement explorée. Les gendarmes, alertés et dépêchés en nombre du chef-lieu départemental, mirent en place un dispositif de recherche d'une ampleur rare pour une région aussi isolée. Des équipes cynophiles furent déployées, des hélicoptères survolèrent la zone pendant des jours, et des plongeurs explorèrent les cours d'eau et les plans d'eau des environs. Malgré l'intensité et l'exhaustivité des efforts, les recherches demeurèrent infructueuses. Aucune trace des enfants, ni du père Morel, ne fut découverte. Pas le moindre indice tangible, pas un vêtement, pas un signe de lutte, rien qui puisse expliquer leur évaporation soudaine. La consternation et l'incrédulité cédèrent progressivement la place à une douleur profonde et à une résignation amère. Face à l'absence de preuves et à l'épuisement de toutes les pistes envisageables, l'affaire fut officiellement classée sans suite quelques mois plus tard,
rejoignant la catégorie des cas d'école non résolus, des dossiers qui hantent les archives judiciaires par leur mystère impénétrable. La disparition des enfants Moreau et du père Morel devint un tabou douloureux au sein de Saint-Michel-des-Landes. Pendant près de 3 décennies, le sujet fut rarement abordé ouvertement, la communauté préférant enfouir cette tragédie sous un lourd voile de silence. La question du sort du père Gabriel Morel resta elle aussi en suspens, sa disparition simultanée avec les enfants ne faisant qu'épaissir le voile de mystère. Le village, marqué au fer rouge par cette perte inexpliquée, vécut dans une douleur lancinante, une blessure jamais cicatrisée, l'énigme de ce jour de novembre 1984 demeurant une cicatrice béante dans la mémoire collective. L'année 2013 marqua un tournant silencieux dans l'histoire de Saint-Rémy-du-Bois. 29 années s'étaient écoulées depuis la disparition du père Gabriel Morel et des 3 enfants Moreau, un événement qui avait figé la petite communauté dans un état de deuil persistant et de questions sans réponse. La chapelle Saint-Rémy, témoin muet de ces jours sombres, était restée en grande partie négligée, son état de délabrement progressif reflétant l'oubli que la peur avait instillé. C'est dans ce contexte que sœur Madeleine, une figure vénérable du couvent voisin, âgée de 78 ans, entreprit une initiative audacieuse. Animée par un profond sens du devoir et une conviction inébranlable que les lieux de culte devaient être honorés, elle décida d'entreprendre la restauration de la chapelle. Sa détermination était un mélange de foi et d'une perspicacité rare, forgée par des décennies d'observations silencieuses. Elle ne cherchait pas de réponse au mystère passé, mais plutôt à redonner vie à un lieu sacré. Les premiers jours de travail furent lents et méthodiques. Sœur Madeleine, malgré son âge avancé, supervisait chaque étape avec une attention méticuleuse, ses yeux perçants ne manquant aucun détail. Elle travaillait aux côtés des quelques bénévoles locaux, nettoyant la poussière accumulée, réparant les bancs endommagés et consolidant les murs affaiblis. C'est au cours de ces tâches répétitives mais essentielles qu'une anomalie attira son regard aguerri. Sur le mur nord, à mi-hauteur, une section de la maçonnerie présentait une irrégularité frappante. La texture du mortier était différente, la couleur des pierres légèrement dépareillée, et l'alignement des briques trahissait une construction hâtive, presque improvisée. Une intuition, froide et insistante, s'empara d'elle. Cette section ne correspondait pas au reste de l'édifice, dont la construction datait de plusieurs siècles. Elle s'approcha, ses doigts noueux explorant la surface rugueuse. Le plâtre, appliqué grossièrement, céda sous une légère pression, révélant une cavité inattendue. Ce n'était pas une fissure naturelle ou un simple défaut de construction. C'était une structure creuse, délibérément dissimulée. L'air qui s'en échappait était lourd, stagnant, porteur d'une odeur de poussière ancienne et de confinement. L'intrigue se mua en une certitude troublante. Sœur Madeleine comprit que cette découverte dépassait le cadre d'une simple restauration. Elle perçut la nécessité d'une expertise extérieure. Sans hésitation, elle contacta le père Laurent, le jeune prêtre actuel de la paroisse, âgé de 38 ans. Sa communication fut concise, empreinte d'une urgence contenue. Elle décrivit la nature de sa découverte et l'atmosphère singulière qui en émanait. Le père Laurent, initialement sceptique face à la perspicacité d'une religieuse âgée, fut néanmoins convaincu par la gravité de son ton. Il organisa rapidement la venue d'une petite équipe de restaurateurs professionnels, accompagnés d'historiens locaux, pour examiner la zone. L'arrivée de l'équipe dans la chapelle Saint-Rémy fut marquée par une tension palpable. Sœur Madeleine les guida directement vers le mur dissimulé. Les restaurateurs, équipés d'outils délicats et d'endoscopes, commencèrent leur investigation. Le père Laurent observait, le visage grave, la curiosité mêlée d'une appréhension grandissante. La décision fut prise de retirer la section anormale de la maçonnerie avec la plus grande prudence. Chaque coup de marteau, chaque fragment de plâtre tombant au sol résonnait dans le silence solennel de la chapelle. Alors que les dernières pierres étaient retirées, la révélation fut dramatique. Derrière le mur, se tenait une petite chapelle annexe, entièrement cachée et parfaitement intacte, comme si le temps s'y était arrêté. L'espace était exigu, mais son état de conservation était remarquable. La lumière tamisée qui filtrait par l'ouverture révélait un autel poussiéreux, quelques chandeliers noircis et des icônes murales dont les couleurs semblaient avoir pâli. L'air y était d'une densité oppressante, lourd d'une présence indéfinissable. L'atmosphère était gelée dans les années 80, une capsule temporelle macabre. Les membres de l'équipe et le père Laurent explorèrent la pièce avec une retenue respectueuse, presque craintive. Leurs regards convergèrent vers l'autel central. Dessus, posée délicatement, se trouvait une lettre. Elle était scellée par un cachet de cire,
et son papier jauni portait la marque indubitable du temps. La main tremblante de sœur Madeleine s'étendit pour la saisir, son intuition confirmée par la vue de l'écriture. La signature, clairement visible sous le sceau brisé par le temps, était celle du père Gabriel Morel. La découverte de ce document, dans ce lieu oublié, ranima instantanément les souvenirs de sa disparition et celles des enfants Moreau, projetant une ombre nouvelle et plus profonde sur les événements de 1984. Le mystère de Saint-Rémy-du-Bois venait de s'épaissir, et une nouvelle enquête inattendue était sur le point de commencer. Eupan de Méticulou remova l'ancien mortier et le gain d'accès à la chapelle désaffectée, une atmosphère lourde, confinée et imprégnée de l'odeur du temps longuement scellé, accueillit les enquêteurs et le père Laurent. La lumière puissante des torchers et des lampes de poche pénétra l'obscurité séculaire qui avait enveloppé ce lieu pendant près de 3 décennies, révélant une épaisse couche de poussière recouvrant chaque surface et une humidité constante qui avait lentement érodé les murs. Au centre de cette pièce oubliée, témoignage silencieux d'une tragédie, une petite sacoche en cuir, remarquablement préservée par l'environnement clos, fut découverte. À l'intérieur, une liasse de papier jauni et fragile, parmi lesquels se trouvait une lettre rédigée d'une écriture frénétique, par endroits presque illisible, trahissant l'état d'agitation de son auteur. C'était la confession troublante du père Gabriel Morel. La missive, écrite avec une main tremblante et fiévreuse, dévoila l'esprit profondément perturbé et la descente dans la folie de son auteur. Le père Gabriel y confessa avoir découvert, quelques semaines seulement avant les événements tragiques de 1984, une crypte secrète, jusqu'alors inconnue, dissimulée sous l'autel principal de la chapelle. Cette découverte, loin de lui apporter la joie ou la curiosité intellectuelle, déclencha chez lui un déferlement de délire religieux d'une intensité terrifiante. Il se persuada avec une conviction inébranlable que, par cette intrusion profane dans un lieu sacré et oublié, il avait involontairement libéré une entité ou une énergie d'une nature profondément démoniaque. Sa perception de la réalité bascula alors dans une paranoïa religieuse aiguë, où chaque événement anodin était désormais teinté d'une signification occulte et menaçante, un signe de la présence du mal. C'est dans cet état de folie grandissante et d'obsession religieuse que le père Gabriel aurait alors avisté les jeunes Élise, Théo et Julien Moreau. Les enfants, avec leur insouciance caractéristique, exploraient les ruines du prieuré voisin, un terrain de jeu privilégié pour leur imagination débordante. Leurs jeux innocents, leur soif d'aventure et leur curiosité enfantine, si naturelles pour des esprits jeunes, furent, dans l'esprit altéré du père Gabriel, interprétés comme des signes irréfutables de « possession » par cette entité maléfique qu'il croyait avoir libérée. Il devint obsédé par l'idée qu'ils étaient devenus des vecteurs inconscients de cette énergie démoniaque et que leur « purification » était non seulement un devoir sacré, mais une nécessité absolue pour le salut de leur âme et la protection de la communauté. Dans un acte de fanatisme extrême, orchestré avec une logique déformée et implacable, le père Gabriel attira les 3 enfants vers cette chapelle isolée, leur promettant sans doute une nouvelle découverte ou une aventure secrète. Les détails précis de la manière dont il est convaincu de le suivre demeuraient inconnus, mais l'attrait de l'exploration et l'autorité incontestable d'un homme d'église, qu'il connaissait et respectait, avaient sans doute joué un rôle crucial. Une fois Élise, Théo et Julien à l'intérieur de la chapelle, l'entrée fut scellée par le père Gabriel lui-même, utilisant la même technique de maçonnerie qui avait masqué l'accès pendant des décennies, rendant l'opération presque indétectable de l'extérieur. Il croyait ainsi les enfermer pour les « purifier » de l'influence démoniaque, attendant avec une ferveur aveugle un « signe divin » qui validerait son acte et les délivrerait de leur supposée affliction. Ce signe, dans l'horreur des faits, ne se manifesta jamais. La narration atteignit son point le plus sombre et le plus déchirant avec la découverte physique des victimes. Sous l'autel de la chapelle, précisément à l'endroit où la crypte avait été mise au jour, gisaient les corps des 3 enfants. Élise, Théo et Julien étaient allongés côte à côte, leurs petits squelettes, devenus des reliques tragiques, racontant l'histoire muette d'une attente interminable et d'une mort lente. Leur position, figée dans le temps, suggérait une tentative désespérée de réconfort mutuel dans les derniers instants de leur vie. À quelques mètres de là, près de l'entrée scellée, le corps du père Gabriel fut également retrouvé, sa position indiquant un effondrement final, peut-être après avoir attendu en vain le signe qu'il espérait, succombant lui aussi à l'inanition et à la déshydratation, prisonnier de sa propre folie. L'expertise médico-légale subséquente, menée avec la plus grande rigueur, confirma les circonstances tragiques et horribles de leur décès. Élise, Théo et Julien, ainsi que le père Gabriel lui-même, étaient morts d'inanition et de déshydratation, une faim lente et atroce. L'absence totale de traces de violence physique sur les corps, minutieusement examinés, corrobora le récit glaçant de la lettre. Leur mort fut la culmination d'une attente lente et agonisante,
enclosurés dans cette chapelle par la folie dévorante d'un homme aveuglé par une foi déformée et dévastatrice. Le silence profond et pesant de la chapelle avait gardé leur secret pendant près de 30 ans, un témoignage macabre de la dérive d'un esprit et de l'innocence brisée à jamais par le fanatisme. La découverte du mur scellé, dissimulant une vérité indicible depuis près de 30 ans, marqua le début d'une ère de révélation brutale pour Saint-Michel-des-Landes. L'ouverture de l'espace confiné révéla une scène d'une horreur et d'une tristesse profonde, confirmant les pires craintes. Les restes squelettiques de 3 enfants, identifiés plus tard avec certitude comme étant ceux d'Élise, Théo et Julien Moreau, gisaient dans l'obscurité, leurs petits corps entrelacés dans une dernière étreinte désespérée. À leur côté, une lettre jaunie par le temps, préservée dans les conditions sèches de leur tombeau improvisé, offrait un témoignage glaçant. Cette missive, écrite de la main tremblante de Père Gabriel Morel, détaillait non seulement son isolement et sa conviction délirante de purifier les âmes des enfants du monde extérieur, mais aussi l'agonie lente et inéluctable des jeunes victimes, abandonnées à la faim et à la soif. Le choc fut immédiat et dévastateur pour Père Laurent et Sœur Madeleine, premiers témoins de l'atrocité, un poids insoutenable s'abattant sur leurs épaules. La nouvelle, une fois diffusée, se propagea comme une traînée de poudre à travers le petit village. Le voile de paix et d'oubli, tissé avec tant de diligence au fil des décennies, se déchira en un instant. Ce qui fut jadis une tristesse collective, une blessure cicatrisée mais toujours présente, se mua en une onde de choc, puis en une fureur palpable. Les habitants de Saint-Michel-des-Landes, qui avaient vécu avec le mystère de la disparition des enfants comme une légende locale teintée de mélancolie, furent confrontés à la réalité crue d'une mort lente et agonisante, orchestrée par une figure d'autorité et de confiance. La révolte grondait, non seulement contre la folie de Père Gabriel, mais aussi contre le silence persistant qui avait enveloppé cette tragédie. Le sentiment de trahison était palpable, une colère froide remplaçant la résignation. La communauté, autrefois unie dans son deuil silencieux, se fragmenta sous le poids d'une vérité trop lourde à porter, le passé ressurgissant avec une violence inattendue, exigeant justice et explication. L'onde de choc ne se limita pas aux frontières du village. L'affaire, désormais publique et détaillée par les autorités judiciaires, attira l'attention nationale. Ce fut alors que la dimension institutionnelle de la tragédie commença à se révéler. L'enquête approfondie, déclenchée par la découverte des corps et l'horreur de la lettre, exhuma des documents internes de l'Église, soigneusement archivés mais jamais révélés. Ces dossiers, des mémos, des rapports d'incidents et des correspondances internes datant des années 1980, montrèrent que des soupçons sérieux avaient émergé peu après la disparition des enfants et du Père Gabriel. Des rapports préliminaires, bien que fragmentaires, faisaient état d'un comportement de plus en plus erratique de la part du curé et de l'isolement progressif des enfants. Il devint clair que la hiérarchie ecclésiastique avait eu connaissance d'éléments troublants, suggérant une implication du Père Gabriel dans la disparition des Moreau. Cependant, pour protéger son image, déjà ébranlée par d'autres scandales à l'époque, l'institution avait choisi de minimiser l'affaire, de la classer comme une fugue ou une retraite spirituelle non autorisée du prêtre, évitant ainsi toute enquête approfondie qui aurait pu jeter une lumière crue sur les agissements de l'un de ses membres. La vérité fut délibérément étouffée, la tragédie individuelle des enfants Moreau transformée en un scandale institutionnel étouffé, sacrifié sur l'autel de la réputation. Cette révélation provoqua un tollé général, érodant davantage la confiance du public envers l'Église et exigeant des comptes pour ce silence complice. Dans le sillage de cette tragédie révélée et du scandale institutionnel, une initiative discrète mais puissante vit le jour. Sœur Madeleine, profondément marquée par la découverte et déterminée à offrir une dignité finale aux enfants, milita pour l'érection d'un mémorial. Le petit monument fut érigé dans un coin paisible du cimetière de Saint-Michel-des-Landes, loin des grandes allées, un lieu de recueillement intime. Il se composait de 3 anges de pierre blanche, leurs visages doux et leurs ailes délicatement sculptées, symbolisant Élise, Théo et Julien. Chaque ange, sculpté avec une attention particulière aux détails, évoquait la fragilité et l'innocence perdue des enfants. Au pied de ces figures célestes, Sœur Madeleine fit graver une inscription choisie avec soin, une phrase qui encapsulait à la fois le destin des enfants et la révélation de la vérité longtemps supprimée. Ils ont attendu dans l'ombre, mais leur lumière ne s'est jamais éteinte. Cette épitaphe, simple et profond, servait de rappel permanent de la folie humaine qui avait conduit à une telle atrocité et du sacrifice innocent de 3 vies. Le mémorial devint un lieu de pèlerinage silencieux, un témoignage durable de la mémoire des enfants Moreau, et un rappel que, même dans les ténèbres les plus profondes, la vérité finit toujours par percer, et que la lumière des innocents ne peut jamais être complètement éteinte, même après des décennies de silence. L'histoire des enfants Moreau et du Père Gabriel Morel est une affaire qui, même après la découverte de ce mur scellé, laisse un goût amer et de nombreuses questions.
Elle nous confronte à la fragilité de l'innocence et à la capacité du mal à se dissimuler derrière les apparences les plus trompeuses. Ce n'est pas seulement le destin de ces 3 jeunes âmes qui nous trouble, mais aussi la manière dont une vérité aussi glaçante a pu rester enfouie si longtemps. Que révèle cette affaire sur les secrets que peuvent garder certaines communautés, ou sur la part d'ombre qui se niche parfois au cœur de la confiance? Face à une telle tragédie où les certitudes sont rares, j'aimerais connaître votre opinion. Quelle est la question qui vous hante le plus dans cette affaire? Croyez-vous que toute la vérité sera un jour mise au jour, ou certains mystères sont-ils destinés à demeurer à jamais? Partagez vos pensées et vos théories dans les commentaires ci-dessous. Votre contribution est précieuse. Et si ce voyage au cœur des affaires non résolues vous intéresse, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et d'activer la cloche pour ne manquer aucune de nos prochaines investigations.